Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Une année qui s'achève par une semaine riche en données macroéconomiques, en actualité, en mouvement de marché également, ce qui est plutôt rare pour une fin d'année et notamment la semaine qui précède les fêtes. Donc plusieurs thèmes qu'on va récapituler pour cette semaine et puis on verra ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Donc une semaine d'entre-deux, on va dire, relativement light en termes de statistiques. Mais déjà débriefons ce qui s'est passé cette semaine. La semaine a commencé avec un mouvement inattendu de la part de la Banque du Japon qui a décidé de relever le plafond maximum pour le taux 10 ans. On rappelle que la Banque du Japon applique ce qu'on appelle un contrôle partiel de la courbe de taux au Japon, c'est-à-dire qu'elle décide jusqu'où certains taux, notamment le taux 10 ans par exemple, qui est un taux de référence, jusqu'où le taux 10 ans peut monter. Jusqu'à présent, elle avait fixé ce plafond à 0,25%, ce qui est donc un plafond assez faible quand vous regardez le niveau des taux 10 ans aux États-Unis à plus de 3% ou en Europe avec des taux à plus de 2,5%, presque 3% pour l'Allemagne. Eh bien 0,25, c'est un niveau très faible et la Banque du Japon a décidé de relever ce niveau de taux de 0,25 à 0,50. Donc ce n'est pas ce qu'on appelle un relèvement de taux directeur. Les taux directeurs, c'est les taux qu'ont relevé la BCE, la Fed, etc. Là, c'est juste un changement dans l'application du contrôle de la courbe de taux, parce que l'inflation progresse quand même au Japon, moins fortement qu'ailleurs. On est sur une inflation de 3,7%, qui est donc le niveau le plus élevé au Japon en termes d'inflation depuis 2014, mais on est très loin des standards d'inflation qu'on a actuellement en Europe et aux États-Unis. Mais ça a obligé du coup la Banque du Japon à changer un petit peu sa politique monétaire. On peut commencer à parler d'une inflexion, d'un virage de la politique monétaire, même si les déclarations de son gouverneur sont restées toujours très accommodantes, indiquant que la Banque du Japon restait prête à assouplir encore la politique si nécessaire. Mais on a bien compris que quelque chose était mis en route de ce côté-là. Les marchés, donc, on peut réagir. On réagit. Le yen s'est renforcé, le Nikkei, donc l'indice, le Nikkei 225, le principal indice japonais, est parti un peu à la baisse. Pour autant, ça reste quand même un mouvement, même s'il est important en termes de symbolique, parce que le Japon a clairement une politique hyper accommodante depuis des années et des années, donc c'est un petit virage. Après, en termes d'impact marché, d'un point de vue global, on voit que ce n'est pas vraiment ça qui a ramené de la volatilité. Ça a un peu fait bouger les marchés en début de semaine, mais là, les marchés ont surtout bougé en cette fin de semaine sur des questions à nouveau de statistiques américaines dont on va reparler. Et sur des questions également d'ordre macroéconomique, voire sanitaire avec la Chine également. Donc voilà pour l'actualité du début de la semaine. C'est vrai que, donc, on le disait à l'instant, le thème qui a quand même aussi préoccupé les marchés toute cette semaine et qui est un thème assez logique dans la phase de réouverture de la Chine. Et on parle notamment de ce fameux assouplissement sanitaire qui est absolument incroyable en l'espace de quelques semaines. On était passé en gros d'une politique zéro Covid qui était maintenue jusqu'au congrès du Parti communiste, à savoir quasiment jusqu'à la fin du mois d'octobre, ou mi-octobre. Et puis juste après ce congrès du Parti communiste qui était perçu très négativement par les observateurs étrangers, à la fois sur l'aspect sanitaire, sur l'aspect marché, sur l'aspect économique, eh bien on a vu tout de suite un virage s'opérer déjà sur l'aspect sanitaire, dont on va reparler, et puis aussi sur l'aspect des décisions économiques, du soutien à certains secteurs, des lignes de crédit pour l'immobilier. Donc on voit que ce virage à 180 degrés du coup, débouche sur une plus libre circulation du virus. Il fallait s'y attendre, et c'est vrai que les nombres de contaminations sont absolument stratosphériques au moment où on se parle. Là, les autorités chinoises, en cette fin de semaine, donc là on est vendredi, il est 13h30 au moment où j'enregistre ce podcast, on voit donc que les autorités indiquent des contaminations de l'ordre de 37 millions d'individus contaminés par jour tout au long de la semaine. Et ils estiment qu'à peu près 18% de la population a été déjà contaminée sur les 20 premiers jours de décembre, soit environ 250 millions de personnes. Donc, on voit bien que les vannes sont réouvertes en fait, à la circulation du virus. Et ça aussi, évidemment, au-delà des drames évidemment humains, des implications pour le marché, parce que le marché tient aussi compte de ça par rapport à certaines valeurs qui sont exposées à la Chine, par rapport aux anticipations du coût d'activité en Chine. Forcément, ça va perturber plus longtemps encore le fonctionnement de l'activité en Chine. Je pense quand même que sur un horizon moyen terme, pas si lointain que ça d'ailleurs, je pense de l'ordre de quelques mois, pas plus, ça va évidemment se tasser. La Chine va expérimenter tout ce que les autres zones qui ont laissé circuler le virus ont déjà expérimenté en termes d'ampleur de vagues, de saturation des hôpitaux, de perturbations économiques. Mais ensuite, ça devrait aller assez vite, mieux, et même, je pense, très vite. Je pense une question de premier trimestre, et dès le T2, ça devrait commencer à aller beaucoup mieux de ce côté-là.
Mais donc, pour les marchés à court terme, c'est des choses qu'il faut intégrer dans les cours et que quand on regarde des valeurs qui sont assez sensibles, qui bougent dans cette fin de semaine, on a les valeurs du luxe par exemple, c'est assez logique, toutes ces valeurs exposées à la Chine, mais on voit les LVMH, les Hermès, les Kering qui font partie des mauvais performeurs des indices européens, du CAC notamment. Donc voilà, ça c'est une thématique, si vous voulez, qui est négative court terme, qui va donc pousser, ce qui est d'un point de vue indiciel en tout cas, ce qui est plutôt une bonne chose, ça va pousser les indices à consolider. C'est cette actualité malheureuse, j'insiste bien dessus, mais va pousser les indices à consolider. Après ces énormes rallyes qu'on avait en octobre et novembre, eh bien, ça participe en fait aux éléments vent contraire pour les marchés qui les poussent à consolider. Je ne pense pas en revanche qu'on soit en train, sur la partie marché européen, de repartir complètement à la baisse. Je ne pense pas que cette situation qui fait partie de ce processus de réouverture, les marchés à moyen terme, ce qu'ils vont regarder, c'est plutôt les effets bénéfiques ensuite, une fois que la vague sera passée, que l'immunité aura commencé à être acquise, etc. Les marchés vont regarder évidemment l'aspect positif économique. Quand les gens vont recirculer, ce sera aussi probablement un booster pour tout ce qui est tourisme loisir. Donc il y a pas mal de secteurs comme ça qui vont en rebénéficier ensuite, mais disons qu'il y a une phase délicate à passer encore et dans laquelle nous entrons pleinement. Donc ça va continuer à tempérer finalement les indices. On rappelle un peu le rythme des marchés. On a connu donc très fort rebond en octobre et novembre. Ce rebond a été d'abord consolidé, puis même un peu corrigé maintenant depuis quelques semaines. Et donc ça fait partie de ce processus de consolidation que nous observons actuellement. Processus qui était aussi rendu plus fort par les déclarations il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, donc des banquiers centraux, la Fed, la BCE, avec ce retour des messages un peu agressifs pour en gros rappeler que les conditions financières ne doivent pas trop se détendre, notamment aux États-Unis, pour favoriser le retour de l'inflation le plus rapidement possible à 2%. Donc si effectivement les marchés se détendent de trop, ce qu'ils ont fait en octobre et novembre, ils ont anticipé beaucoup de choses. La Fed leur dit en substance, même si elle ne le dit pas en ces termes, mais l'ensemble des propos qu'elle a tenus, ça vise à expliquer qu'il ne faut pas être trop vite en besogne, que le boulot de la Fed n'est pas terminé, que l'inflation reste encore élevée. Et c'est une manière de rappeler au marché, n'allez pas trop vite en besogne. En gros, il ne faut pas que les taux se détendent de trop, les taux courts notamment. Il ne faut pas que la consommation reparte trop fortement. Il ne faut pas que les marchés bondissent de 50% en quelques semaines, parce que ça, effectivement, ça entretient finalement l'effet richesse et l'inflation liée à la consommation qui va avec et les hausses de salaire. Donc on voit bien que la Fed a voulu tempérer ses mouvements, notamment sur les marchés. Et donc, c'est assez sain, finalement, de voir depuis 4 semaines maintenant, à peu près, des mouvements de consultation, de prise de gain. En termes de volatilité, ça reste encore des zones de volatilité qui sont contenues. Donc, ça, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que la Fed parvient à obliger, finalement, les marchés à consolider pour ne pas qu'ils aillent trop vite, mais ça ne génère pas de panique sur les marchés. Ça génère des mouvements de marché assez forts. Le mois de décembre a été de manière assez atypique d'ailleurs, un mois assez agité. Quand vous regardez les points bas, les points hauts et les variations comme ça à l'intérieur du mois, c'est plutôt rare pour un mois de décembre. On a connu quelques-uns assez costauds en 2018 notamment, mais là c'est vrai que c'est assez rare pour un mois de décembre. Et donc la Fed finalement oblige à cette phase de consolidation. Je parle de la volatilité, elle évolue là depuis quelques jours entre 20 et 25. Donc je pense que on ne va pas retomber sous les 20 trop rapidement non plus, parce que là, ça veut dire une nouvelle fois que les marchés sont un peu trop tranquilles et qu'ils anticipent peut-être un peu trop rapidement le retour à une situation normale. Mais à la fois, il y a quand même des signaux, et c'est ça un peu le match qui se joue actuellement sur la volatilité et sur les taux. On voit des taux, par exemple des taux courts américains, le taux de 2 ans, qui a un peu rebondi hier, par exemple, un jeudi, sur des publications meilleures qu'attendues de chiffres pourtant du troisième trimestre, qui sont déjà des chiffres du passé. Le troisième trimestre, c'est terminé. Pourtant, le marché y a encore accordé une importance, et il a accordé une importance négative. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un PIB meilleur qu'attendu en dernière estimation, enfin en estimation finale aux États-Unis. On a eu une inflation PCE pour le troisième trimestre un petit peu révisée en hausse. Et puis on a eu des inscriptions hebdo au chômage également, qui sont tombées au même moment, qui montraient que le marché d'emploi, en tout cas, que les inscriptions restaient assez faibles, signe de marché d'emploi qui reste en très bonne santé et donc potentiellement alimentant les hausses de salaire et du coup l'effet sur les prix, l'effet inflationniste. Donc ça, les marchés n'ont pas aimé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils price négativement des bonnes données qui datent du troisième trimestre, mais il y a aussi, et ça il ne faut pas le perdre de vue, et pour l'instant les marchés ne veulent pas encore le pricer comme tel, parce que la Fed a envoyé un message de dureté à nouveau, mais on a quand même des indicateurs, ce qu'on appelle les indicateurs avancés, qui sont des indicateurs là de bien plus court terme. Le T3, le troisième trimestre, c'est déjà fini tout ça. Si vous regardez les derniers indicateurs, ce qu'on appelle les enquêtes, en fait, PMI, les indices type PMI Chicago également, les indices d'activité, des fêtes régionales, fête de Philadelphie par exemple, que nous montrent
ces indicateurs, notamment le dernier par exemple, et en plus intéressant dans le secteur des services, qui est celui par lequel le plus gros de l'inflation se propage toujours, l'indicateur régional de la Fed de Philadelphie nous montre que dans cet indicateur d'activité des services, vous avez sur les dernières semaines où ça a été sondé auprès des entreprises, vous avez une baisse de la composante emploi et une baisse assez marquée de la composante prix reçu et prix payé pour les entreprises. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mesures prises par la Fed produisent des effets et qu'on commence à voir aussi apparaître en termes d'emploi sur des indicateurs de type avancé. Or, on sait que ces indicateurs avancés, ils donnent ensuite un sentiment assez intéressant sur ce que seront les données officielles, qui arrivent évidemment avec du retard par rapport à ça, qui sont toujours des données un peu passées, un peu lag, avec du retard. Donc, actuellement, les marchés s'inquiètent ces derniers temps de données quand elles sont trop fortes sur l'emploi, par exemple, parce que ça alimente les craintes par rapport à la Fed. Ils pricent aussi négativement, ce qui est plutôt une bonne chose, les éléments liés à la macro, par exemple. Ce qui se passe sur la Chine, ça c'est plutôt négatif macro. Le marché, du coup, en tient compte parce que c'est pas terrible. Mais il n'est pas encore en train de repasser en mode, et je pense qu'il va commencer à arriver à ce stade-là dans les mois qui arrivent, et peut-être pas les 6 mois, peut-être même les 3 mois qui arrivent, je pense qu'il va commencer à raccorder une importance un peu plus forte à ces indicateurs avancés quand les composantes d'emploi et de prix continueront de se tasser. Parce que ça se traduira aussi du coup sur une poursuite de la baisse de l'inflation. On rappelle qu'il y a déjà 5 mois consécutifs de tassement des prix aux États-Unis, enfin de ralentissement de l'inflation plutôt. Et donc ces composantes-là qu'on a, tous ces indicateurs avancés aux États-Unis, vont dans une poursuite de ce mouvement dans les mois qui viennent. Donc à un moment donné, pour le marché, les données qui sont actuellement des indicateurs avancés, qui ne veulent pas en pricer comme tels, parce qu'encore une fois, la Fed a renvoyé des messages assez costauds. Je pense que les prochains indicateurs qui vont arriver, peut-être pas le mois prochain, mais en tout cas dans les 2 ou 3 mois qui viennent, commenceront à produire des effets plus positifs sur les indices, parce que confirmant finalement que la tendance sur les prix est réellement en train de fléchir et d'accentuer son repli. Et à ce moment-là, la Fed, très probablement, adaptera son discours. Et je pense une question de quelques mois. Je ne pense pas qu'il faille attendre un changement de ton drastique de la Fed seulement à partir du second semestre l'année prochaine. Je pense que même déjà courant du premier trimestre, parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs aussi macroéconomiques américains qui montrent un sévère ralentissement. Regardez par exemple les chiffres qu'on a eu cette semaine sur les logements existants. Les ventes de logements existants, je ne parle pas en termes de pourcentage, en termes de volume, en termes de nombre de logements, on retrouve les niveaux qui sont les niveaux du pire moment de la crise Covid, en avril 2020. Où il y avait une chute très forte parce que tout le monde était confiné, etc., on retrouve ces niveaux-là. Sauf que là, personne n'est confiné. Donc ça montre bien la puissance de l'impact des hausses de taux de la Fed sur le marché immobilier. On le voit sur les permis de construire, vente de logements neufs, vente de logements anciens. Ça se traduit sur toutes les composantes de l'immobilier. Et donc, à un moment donné, la Fed va aussi devoir faire un peu attention à éviter le hard landing. Parce que là, le soft landing peut être préservé parce que le marché de l'emploi reste encore assez résilient ou autre. Mais toutes ces données sur l'immobilier, évidemment, ça va se traduire ensuite sur des destructions d'emplois, sur une perte de richesse, etc. Et des marchés qui restent inquiets, etc. À un moment donné, il ne faut pas non plus que ça devienne, que ça alimente une récession forte. Et c'est là que la Fed devrait commencer à pivoter, pas dans son action, mais dans ses discours, c'est-à-dire recommencer à mettre à réinsérer dans ses discours des éléments de langage un peu moins agressifs que ceux qu'on a eu par exemple de la part de Jérôme Powell à la dernière réunion de la Fed. Et donc si on reparle un petit peu des marchés à nouveau, voilà, le marché va commencer à respirer de manière un peu plus forte quand on aura un VIX qui passera en dessous de 20. Le VIX, c'est l'indice de la peur, donc c'est l'indice de la volatilité sur le principal indice américain qui est le S&P 500, un VIX qui repassera sous les 20. Ce sera effectivement à ce moment-là le signe que le plus gros a été encaissé en termes de stress lié au taux, aux banques centrales, à la macro mondiale. Voilà, on n'y est pas encore et on voit que sur les derniers jours, c'est sur ce niveau que la réaction se fait. C'est dès qu'on commence à arriver. On était déjà tombé cette année à quelques reprises en dessous de 20, mais à chaque fois, c'était perçu comme une phase un peu trop complaisante de la part des marchés et boum, tout de suite, il y avait ou un discours de banquier central ou un élément économique ou autre qui faisait que le VIX rebondissait. Sauf qu'à un moment donné, à force de taper la zone des 20, eh bien, on va bien finir par passer en dessous. Et vous voyez, c'est cette transition-là qu'il ne faudra pas rater. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on n'est pas non plus sur une vol trop élevée. Là, on navigue entre 20 et 25. Donc voilà, à surveiller. Je ne dis pas qu'un 19,5 sera le point d'entrée absolu vers plus de stabilité ensuite. Mais si on a des sommets de volatilité qui sont de moins en moins hauts, ce qui est le cas ces derniers mois, et qu'ensuite on commence à passer en dessous de 20, à ce moment-là, on pourra considérer que le plus dur a été vu en termes de stress sur les marchés actions. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Juste terminer sur des notes aussi un peu positives qui vont dans le sens que les prix
même en Europe, commence à ralentir. On a deux indications qui viennent des prix à la production en Allemagne et en France. En Allemagne, on est sur 2 mois désormais consécutifs de repli mensuel des prix à la production et de repli assez marqué, de plus de 3% à chaque fois. Le premier, c'était même 4% et le deuxième, de 3 et quelques. Donc, ce qui montre vraiment qu'on a touché le pic, très probablement le pic des prix à la production et à la hausse de ces prix en Allemagne. Au niveau de la France également, on est sur le 3e mois consécutif en rythme annuel cette fois-ci, de ralentissement des prix à la production. Donc ça aussi, ça va dans le sens d'une inflation qui commence à plafonner en Europe, ce qui est plutôt bon signe du coup. Ça ne veut pas dire que la BCE va faire marche arrière tout de suite, elle va encore très très probablement placer au moins une hausse du taux de 50 points de base et peut-être une deuxième encore, peut-être de 50 ou 25 points. Mais disons que voilà, c'est des choses qu'on commence à voir arriver en amont et qui vont forcément se traduire ensuite sur les niveaux absolus de prix et surtout sur l'inflation, les chiffres que le marché surveille le plus. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine, et puis rapidement pour la semaine prochaine, quelques statistiques qu'on suivra, même si ce n'est pas les statistiques les plus primordiales. Ce seront surtout des statistiques américaines. Lundi, donc rien, fermeture des marchés. Mardi, balance commerciale américaine avec des indices de prix pour les maisons aux États-Unis, donc ça devrait continuer de se tasser en traduction de ce ralentissement du marché immobilier. On aura mercredi les ventes de logements en cours aux États-Unis, puis un indice d'activité manufacturière de la fête de Richmond. Jeudi, on aura statistique toujours surveillée celle-ci, les inscriptions hebdomadaires au chômage. On voit que les marchés sont très réactifs par rapport à ça. On va expliquer pourquoi, par rapport à la question notamment d'un marché, s'il est tendu ou pas par rapport au salaire et donc à l'effet sur l'inflation et donc à la réaction de la Fed. On aura jeudi les stocks de pétrole et puis vendredi prochain, on terminera avec ça. On va le suivre. Statistiques sûrement des plus importantes la semaine prochaine, les PMI en Chine, PMI d'activité, pour justement voir où on en est. Est-ce qu'on a des petits redressements des PMI après, on rappelle qu'ils sont contractés en Chine les PMI, est-ce qu'on commence à avoir des petits redressements sur les PMI ou au contraire avoir des PMI qui se tassent encore par rapport aux questions sanitaires? Il y a un gros enjeu donc là-dessus sur les PMI en fin de semaine pour la Chine. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.